recyclage. On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Allez, sans plus attendre, mesdames et messieurs, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Vincent, comment tu vas ? Ça va. Et toi ? Bah plaisir de te retrouver, ça va, merci. Mais grave, mais moi aussi, je suis un peu ému là, avec Mister Mavi à côté. Tout, je suis un peu touché. Moi, cette semaine, j'ai regardé un peu forcément Speedon, mais ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps devant un peu le salon de l'agriculture, en fait. Ouais. Voilà, petite passion comme ça. Pas forcément pour suivre le décompte des comas éthyliques. Et cette année, apparemment, il y en a eu zéro. Ouais. C'est Parce pas qu'ils vrai. ont dit aux gens de s'hydrater. Et ça, c'est très important. Voilà. Mais bien, poursuivre la présence d'influenceurs sur place, et notamment l'un d'entre eux, je pense à Inoxtag, parce que le jeune homme, qui avant de grimper l'Everest, s'est retrouvé au milieu d'une petite polémique, tu en as parlé juste avant, Jean, parce qu'on l'a vu poser sur une photo au salon, donc avec le ministre Marc Fesneau. Il a en effet posté une photo sur Twitter, on le voit à ses côtés, enfin, c'est un coup classique de ministre qui voit un influenceur, qui va gratter un peu de fame, etc. Enfin, il n'y a rien de dingue là-dedans. Mais c'est vrai que dans un contexte de manifestation, du monde agricole, etc., ça la fout mal. Inoxtag, il a réagi en réponse directement sur Twitter en dénonçant de la récupération politique, et il le dit lui-même, et on peut le voir sur la photo, il est dépité. Là, c'est vraiment le dépit, c'est une illustration dans le dico, ça rentre direct. J'avoue, le pauvre Inox. Parce que voilà, le pauvre, lui, il était là que pour donner son fromage aux abonnés. Son fromage, moi je veux dire, c'est mignon, quoi. Alors, c'est quoi cette histoire de fromage ? Justement, Oui, excellente merci. relance, Jules. Pourquoi il a un fromage ? Eh ben pourquoi Qui il a un fromage ? Voilà. Parce qu'en fait, il était en opération de communication pour les produits laitiers, ce fameux lobby du lait géré par le CNIEL, et qui rince pas mal d'influenceurs, vous le savez, depuis des années pour 10 faire ans. leur promotion. Oui, c'est un historique. Voilà, c'est comme NordVPN, les produits laitiers. Enfin, c'est un peu la même présence. C'est la famille, j'ai envie de dire. Et moi, en fait, ça me fait trop rire parce que Inox, il dit non, pas de récupération politique. Par contre, faire la promo du lobby laitier et tout ça, il y a vraiment aucun souci, quoi, avec plaisir. Pas politique, le lait. Oui, voilà. Le lait, ça nourrit les enfants, tu te rends compte ? Vous mettez le lait avant les céréales ou après. Enfin, je veux dire, c'est drôle, quoi. Et en fait, moi, ça m'a, au-delà du cas d'Inox, évidemment, ça m'a donné un peu envie de creuser le sujet sur les liens entre lobbying et créateurs de contenu, et me demander donc ce soir, est-ce que les lobbyistes sont-ils les amis des influenceurs pour la vie ? Voilà. Il y a une ref. Oh waouh. Je l'ai. Elle est bonne. Non, elle est vraiment bien. Parce qu'en fait, c'est le slogan. Voilà. Allez. Petit rappel pour commencer, évidemment, quand on parle de lobby, on parle aussi bien d'entreprises que d'associations qui engagent des représentants pour contacter des élus, notamment, et tenter d'influencer notamment l'écriture des lois. Ça concerne aussi bien la fédération porcine que des organisations écologiques, éventuellement, et tous, ils doivent déclarer leurs actions auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Moi, par exemple, j'ai longtemps été un ardent lobbyiste pour le flan pâtissier. Voilà, c'est un rôle et des responsabilités, ça finit par me bouffer, littéralement. J'en peux plus, les gens qui m'envoient des vidéos de flan. Arrêtez. Je le rappelle. Et voilà, j'en parlerai plus. Ouais, c'est noté. En face, les parlementaires, ils doivent suivre des règles de déontologie assez strictes, mais beaucoup aimeraient plus de transparence, notamment sur les fameux amendements aux lois quand ils ont été proposés par des lobbyistes. C'est vrai que c'est un gros sujet. Et dans les faits, malheureusement, ça reste encore parfois assez opaque. Et vous me direz, mais les influenceurs, où est-ce qu'ils interviennent dans tout ça ? Eh bien, ce sont des interlocuteurs parfaits pour les représentants d'intérêt. Un influenceur, par sa sympathie, peut inciter à l'achat, mais aussi normaliser une pratique ou un type de consommation auprès de ses abonnés. Et surtout, il peut redorer l'image d'une filière régulièrement mise à mal sur les réseaux, notamment par des associations ou des enquêtes de la reine-mère Élise Lucet. Par exemple, le CNIEL, donc pour la production... je suis allé un peu vite, pardon. Oulala. Il y a le CNIEL, donc pour la production de lait, Interbev pour le bétail et les viandes, ou le fameux CPR-MJM, donc le comité pour le retour de la moustache de Jean Massier, l'INAPOR, dont je suis le fondateur et trésorier, et Edoui Plenel, le parrain. Pitié non.
Non, vous ne voulez pas ça. Très vite, on a vu déferler un nombre assez dingue d'opérations de communication dans ce sens. Donc, il y a eu des influenceurs des diététiciens agréés aux États-Unis, mais payés pour faire la promotion de produits sucrés par des groupes comme ABBA. Donc, pas le groupe suédois, mais bien l'American Beverage Association, qui représente Coca-Cola et Pepsi. Il y a eu des influenceurs de TikTok, Insta et Twitch qui ont travaillé avec des mastodontes de l'industrie pétrolière comme BP, Shell, ExxonMobil et qui en ont fait même la promotion sur Fortnite. Voilà, enfin vraiment le meilleur des deux mondes. Et si on sort un peu de l'aspect industriel, je dirais, on peut aussi mentionner l'Arabie Saoudite qui, dès 2019, payait des influenceurs pour redorer son image et faire oublier des crimes, notamment de journalistes. Voilà, comme Jamal Khashoggi. Je parle évidemment d'exemples à l'étranger, mais la France, elle est concernée directement, évidemment. Il y a les produits laitiers, dont on parle dans les médias depuis des années, et qui consacraient en 2023 1,5 million d'euros pour ces promotions-là, contre seulement 300 000 en 2018. Ça prouve bien que ça augmente, que c'est toujours plus puissant. Il y a aussi eu le géant des pesticides Bayer, qui a fait la promo avec des influenceurs pendant le Salon de l'Agriculture l'année dernière. Johan Paps, qui assure s'être fait avoir, a également fait un reportage, et je mets des guillemets pour les gens qui écoutent peut-être en podcast, avec deux firmes en fait, agrochimiques productrices d'un herbicide qui était menacé d'interdiction. On peut évidemment parler de l'ami intime d'Usul, Thibaut InShape. Voilà. Ça y est, j'ai eu des nouvelles, on a eu un courrier de l'avocat. Alors, Ça y est, c'est officiel. Alors, il nous a fait une mise en demeure de retirer la vidéo dans les... D'accord. Ah, il fait ça par étapes. Oui, bah oui, la mise en demeure, c'est le petit move d'abord pour dire Oui, vous êtes pour sérieux. commencer. Moi j'ai un avocat, attention, Les vous êtes préliminaires. sérieux. Ouais, c'est une Nous- façon de flirter comme une autre. Mais Blast n'est pas très impressionné par des Bah non, mises en ça, demeure. ça va. Donc on n'a pas retiré la vidéo, on va voir ce qui se passe. D'accord, ok. Elle À existe suivre, toujours. à suivre. Dans la prochaine chronique, à chaque fois que tu viendras, on s'arrangera pour avoir Ouais. un petit moment. Un petit point sur Voilà. la situation Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape, effectivement, il a fait une longue pub de presque 30 minutes pour l'aéronautique, une industrie verte en devenir, selon lui. Et je pourrais parler de dossiers encore très opaques où il y avait de mystérieuses agences qui ont payé des youtubeurs pour parler de la Chine. On en avait un peu parlé autour de ce plateau dans une précédente saison. Avec Nota Bene. Voilà, exactement. Ou dire du mal du vaccin Pfizer. Donc c'est logique de voir que les lobbyistes ont été très actifs en coulisses lors de l'écriture de la loi visant à réguler l'influence commerciale parce que là, ça touchait directement leur capacité à faire du business et de la publicité via les influenceurs. Il y a eu des représentants de Nutella, il y a eu l'industrie médicale ou celle des compléments alimentaires qui ont toqué à la porte des députés, qui ont co-rapporté la loi, mais il y a aussi les alcooliers qui craignaient de ne plus pouvoir faire de publicité sur les réseaux sociaux. Et je suis retourné voir... Ah, c'est Casbarian qui préside le truc. Si, je l'ai vu sur le slide d'avant. Présidence Il y a de que toi monsieur que ça Guillaume interpelle, je Casbarian. Oui, Guillaume Casbarian, ouais. Ça sent mauvais, hein. notre ministre. Ça sent très mauvais. Bref. Et donc je suis retourné voir Addiction France que j'avais déjà fait intervenir dans une précédente chronique parce que eux ils travaillent sur vraiment la prévention autour de l'alcool et récemment ils ont fait condamner Meta qui demandait notamment de supprimer des contenus d'influenceurs faisant la promotion de la consommation d'alcool. Et à l'époque des débats sur les lois influenceurs, ils étaient très impliqués auprès des députés. Et Franck Leca, donc d'Addiction France, m'a parlé du travail de lobbying qui s'est mis en place pour que certains députés proches des lobbyistes alcooliers découragent toute volonté d'aller plus loin que la loi E20 qui existe déjà pour Internet dans le cas présent. Et on a un extrait, je l'ai interviewé. On a compris quand même que ils sont pas allés sur le sujet alcool parce qu'ils avaient pas trop envie de se faire bloquer la loi, quoi. Il y a eu cette question-là qui était sous-jacente de la part de certains. Ça a été évoqué dans les bruits de couloir. Voilà, vous touchez pas à la loi E20 et on laisse passer la loi. Sinon, sinon attention. Alors effectivement, la loi E20 peut s'appliquer elle s'applique sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais la question, c'est la masse. C'est pas la bonne réponse qu'il fallait apporter à ce sujet-là. La question, c'est soit on met 200 contrôleurs des influenceurs, soit on interdit par principe le fait que c'est problématique et que ça génère trop d'infractions pour laisser passer ça. C'est pas le choix qui a été retenu. Voilà, j'ai aussi parlé à Arthur Delaporte, qu'on avait reçu aussi au moment des débats, qui est député PS et co-rapporteur de la loi sur les influenceurs. Il m'a parlé de son expérience sur le sujet. Il a fait un parallèle intéressant avec un autre projet de loi sur lequel il travaille actuellement. En ce moment, je travaille sur une proposition de loi sur la danse et sur l'enseignement de la danse. Il y a des artistes qui ont dit « Attention, cette loi, elle est dangereuse ». Eux, ils n'ont pas forcément, comme nous, fait tout le travail pour confronter les points de vue, donc ils vont être plutôt convaincus par les gens qui vont dire « Regardez, cette loi, elle n'est pas bien ». Ils vont s'en saisir, ils vont dire « Attention, danger, cette loi va nous empêcher de faire notre métier, etc. » Ce qui n'est pas vrai.
Mais comme ils vont le raconter avec force parce qu'ils ont beaucoup de relais dans l'espace public, et ben en effet, ceux qui ont été les voir, c'est-à-dire quelques petites boîtes qui ont des intérêts à continuer à vendre des formations extrêmement chères, bon ben voilà, ils vont avoir réussi leur coup d'une certaine manière parce qu'ils auront tétanisé un certain nombre de parlementaires qui disent on va pas se mettre tout un milieu, toute une frange de la population à dos. Voilà, et moi ça me rappelle un petit peu cette histoire autour de la fameuse tribune des influenceurs. Absolument, Ah ça oui. m'a Voilà. rappelé ça aussi. Et où que certains avaient défendu, certains avaient plus assumé derrière. On est sur un travail de lobbying aussi qui est non rémunéré en plus. Et ça me rappelle aussi un peu plus loin les histoires autour de l'article 13, cette fameuse directive qui adaptait le droit d'auteur à l'ère numérique. Et ben en fait, YouTube avait contacté pas mal de YouTubeurs pour leur faire peur et les convaincre de dénoncer cet article-là. Et ils avaient pas été payés en fait. Donc c'est-à-dire que même dans un cadre où la loi, il faut dire quand on est payé et dire que c'est de la publicité, si des fois les gens sont juste convaincus par là, ça reste un travail efficace du lobbying. C'est pour ça que j'attends vraiment la semaine prochaine, il y a le premier rapport d'application de la loi influenceur qui sera remis mercredi prochain. Ouais. Et parce que là, on le voit, je pense que le chemin vers la vraie transparence, il est encore un peu long. Voilà, je vous laisse, je vais mettre de l'huile de ricin pour me faire pousser la moustache et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Vincent.